Ma femme a dit à nos amis qu'il lui fallait un nouveau mari, car celui-ci était cassé. Je lui ai répondu qu'elle était désormais célibataire. Problème résolu. Ensuite, je suis sortie du restaurant, et je ne me suis jamais retournée. D'accord, Reddit. Accrochez-vous, car celle-là, c'est du lourd. Ma femme m'a traité de « meuble cassé » devant 8 personnes, lors d'un dîner. Et j'ai décidé, là, sur le moment, qu'elle pouvait se trouver un nouveau mari, puisque celui-ci était apparemment défectueux. Voici l'histoire complète de la façon dont je suis passé de paillasson à homme libre, en l'espace d'environ 3 mois. Je suis un gars de 37 ans, ingénieur mécanique dans une usine de fabrication, dans l'Ohio. J'y suis depuis environ 12 ans maintenant. J'ai gravi les échelons, du niveau débutant jusqu'à ingénieur senior. J'ai commencé juste après la fac, à une époque où l'économie était nulle, et j'ai eu de la chance de trouver quelque chose. Je suis resté, car le travail était intéressant, et l'entreprise me traitait bien. Ce n'est pas exactement glamour, mais ça paie bien, et je suis doué pour ça. Je conçois des systèmes de production, je dépanne les pannes d'équipement, j'optimise l'efficacité des flux de travail, ce genre de choses. Le travail demande le souci du détail et des compétences en résolution de problèmes, ce qui, apparemment, se traduit par le fait d'être ennuyeux dans ma vie personnelle. J'y reviendrai plus tard. J'ai toujours été le genre de gars qui planifie à l'avance. Je l'ai toujours été, et je le serai probablement toujours. Même gamin, c'était moi qui organisais les jeux du quartier, m'assurant que tout le monde savait à quelle heure venir, et qui apportait quoi. Mes potes plaisantaient en disant que j'aurais planifié ma retraite avant même d'avoir 30 ans. Ils n'avaient pas tort. J'ai ouvert un plan épargne-retraite à 23 ans, acheté une maison à 29 ans, et fini de payer mon camion à 32 ans. Certaines personnes appellent ça être responsable. Mon ex-femme appelait ça être prévisible, comme si c'était une maladie incurable. La maison est importante pour cette histoire. Alors, laissez-moi expliquer. Je l'ai acheté environ 6 ans avant le divorce, ce qui signifie 2 années complètes avant même de rencontrer Nicole. Un 3 pièces dans un quartier correct. Rien d'extraordinaire, mais une construction solide. J'ai fait mes recherches avant d'acheter. J'ai vérifié les fondations, regardé les ventes comparables dans le secteur, et inspecté chaque centimètre de cet endroit avant de signer quoi que ce soit. L'hypothèque est à mon nom uniquement, l'acte de propriété à mon nom uniquement, et chaque paiement provient uniquement de mon compte. Je bâtissais mon capital dans ce truc depuis mes 29 ans. Au moment où Nicole a emménagé après le mariage, j'en avais déjà remboursé près d'un tiers. Mon ex-femme, Nicole, et moi nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif, il y a environ 7 ans. Elle était bénévole à la table d'inscription. J'étais là parce que mon entreprise parrainait l'événement, et quelqu'un devait nous représenter. La première chose que j'ai remarquée, c'est son rire. Elle avait cette énergie autour d'elle, vous voyez ? Toujours le centre de l'attention. Toujours une histoire à raconter. Elle savait toujours comment animer une salle. Je pensais que nous nous équilibrions. Elle apportait de la spontanéité à ma vie structurée. J'apportais de la stabilité à la sienne, qui était chaotique. C'était une situation classique où les opposés s'attirent, et ça a super bien marché, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Une belle cérémonie. Rien d'incroyablement extravagant, environ 80 personnes, une réception dans le jardin de chez ses parents, avec un traiteur d'un resto de barbecue local que tout le monde adorait. Sa famille semblait m'apprécier assez bien. Son père appréciait le fait que j'ai un emploi stable, et que je puisse changer un pneu sans appeler l'assistance routière. Sa mère pensait que j'étais poli et bien élevé, le genre de gars qu'on veut voir épouser sa fille, apparemment. Nicole a emménagé dans ma maison après le mariage, et a immédiatement commencé à redécorer, ce qui était très bien. Son goût était meilleur que le mien de toute façon, et l'endroit avait besoin d'une touche féminine. Elle a peint le salon de cette couleur gris chaud qui rendait vraiment bien. Elle a acheté de nouveaux coussins pour le canapé. Elle a accroché de l'art sur des murs qui étaient nus depuis mon emménagement. Elle a fait en sorte que ça ressemble à un foyer, au lieu d'être juste un endroit où je dormais et mangeais.
Les premières années étaient bonnes. Vraiment bonnes, en fait. Nous faisions des soirées en amoureux tous les vendredis, partions en week-end dans différentes villes, organisions des dîners pour nos amis. Nicole travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, vendant des vêtements hors de prix à de riches femmes au foyer. Elle disait que le travail à temps plein était trop stressant. Et puisque je gagnais assez pour tout couvrir, pourquoi devrait-elle s'épuiser? Je n'ai pas insisté. Ça avait du sens à l'époque. Femme heureuse, vie heureuse, non? Je payais l'hypothèque, les charges, les courses, l'assurance voiture, l'assurance maladie, tout. Son chèque de paie partait dans ses dépenses personnelles, vêtements, ongles, rendez-vous chez le coiffeur, déjeuner entre amis. Je me disais que c'était ça, le partenariat. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là dès le début. Des petits commentaires ici et là, que je mettais sur le compte de son sens de l'humour. Elle plaisantait sur le fait que j'étais comme un « golden retriever », toujours désireux de plaire et à la suivre partout. Elle me traitait de « prévisible », comme si c'était une insulte déguisée en compliment. Elle disait des choses comme « au moins, tu es fiable », quand je me souvenais des anniversaires ou que je prévoyais des rendez-vous attentionnés. Chaque commentaire était assez petit pour être ignoré isolément. Mais ils ont commencé à s'empiler, comme de la neige sur un toit. Finalement, quelque chose devait céder. Ses amis n'ont pas aidé. Ce groupe de femmes avec qui elle traînait, et qui semblaient toutes rivaliser pour savoir qui avait le pire mari. Chaque brunch était apparemment un concours de celle qui pourrait se plaindre le plus de son partenaire. Nicole rentrait à la maison et faisait des commentaires sur le fait que, au moins, je n'étais pas aussi mauvais que le mari de Jenna, qui oubliait leur anniversaire, ou que j'étais mieux que le mari de Meghan, qui n'aidait jamais aux tâches ménagères. De faibles louanges qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblaient quand même à des critiques. Le vrai problème a commencé environ 18 mois avant que tout n'explose. Nicole a rejoint ce club de lecture par l'intermédiaire d'une de ses collègues. Une bande de femmes qui se réunissaient tous les mois pour boire des boissons coûteuses et faire semblant d'avoir lu le roman qui était sur la liste. Rien de mal à cela. Les gens ont besoin de passe-temps. Mais Nicole a commencé à revenir de ces réunions avec de nouvelles opinions sur tout. Soudain, notre vie n'était plus assez excitante. Notre maison était trop banlieusarde, trop ennuyeuse. Mon travail était trop prévisible, trop sûr, trop peu ambitieux. Je devais être plus spontané, plus aventureux, plus n'importe quoi, qu'elle décidait que je n'étais pas cette semaine-là. Elle a commencé à faire des commentaires sur la façon dont le mari de son amie l'avait surprise avec un voyage au Costa Rica. Comment le mari d'une autre amie avait quitté son job en entreprise pour lancer un food truck. Comme si j'étais censée faire exploser toute notre vie stable, parce qu'un autre gars avait pris des décisions imprudentes. Les commentaires ont empiré. Elle faisait des blagues à mes dépens pendant les dîners. Des petites piques sur le fait que j'étais essentiellement un meuble qui payait les factures. Ses amis riaient nerveusement, tandis que je restais assis là, à me demander quand ma femme avait commencé à me détester activement. Elle a commencé à m'appeler son « golden retriever » devant les gens, ce qui semble mignon, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle le pensait comme une insulte, loyale, bête et facile à contenter. J'ai abordé le sujet quelques fois en privé. Je lui ai demandé pourquoi elle ressentait le besoin de me rabaisser devant d'autres personnes. Sa réponse était toujours le même scénario fatigué, j'étais trop sensible. C'était juste son sens de l'humour. J'avais besoin de me détendre. Tout le monde fait des blagues sur son conjoint. Étais-je vraiment si fragile que je ne pouvais pas supporter un peu de taquinerie? Alors, je me suis détendue. J'ai laissé passer les commentaires. Je me suis dit que chaque mariage traversait des moments difficiles, et que nous allions surmonter ça. J'ai continué à planifier des rendez-vous attentionnés et à me souvenir des occasions importantes. Et à être le golden retriever fiable et prévisible qu'elle semblait tant mépriser. J'ai continué à payer chaque facture, à entretenir la maison, à construire nos économies, pendant qu'elle dépensait son salaire pour tout ce qui lui tapait dans l'œil. Je continuais à penser que si j'essayais juste plus fort, si je l'aimais mieux, si je prouvais que je n'étais pas ennuyeux, les choses s'amélioreraient. Ce ne fut pas le cas. Puis est venu le dîner qui a tout changé.
Nous avions cette tradition mensuelle avec 3 autres couples que nous connaissions depuis des années. De bonnes personnes, des mariages solides, le genre d'amis qu'on a vraiment hâte de voir. Dave et Melissa, mon pote de l'époque de la fac. Mike et Britney, rencontrés via une ligue de golf. Ryan et Courtney, de nouveaux ajouts qui avaient emménagé dans le quartier 2 ans plus tôt. On tournait entre les maisons, où on choisissait un restaurant, juste pour prendre des nouvelles, partager ce qui se passait pour tout le monde. Ce soir-là, nous étions dans ce restaurant italien où nous allions depuis des années. Ambiance sympa, super pâte, prix raisonnable, le spot habituel pour notre groupe quand personne ne voulait recevoir. Nicole était dans une forme rare ce soir-là. Elle avait eu une semaine difficile à la boutique. Un problème avec un client difficile et un gérant qui avait pris le parti du client. J'ai pu voir, dès le moment où nous nous sommes assis, qu'elle cherchait une cible sur laquelle se décharger, et surprise, la cible, c'était moi. La conversation s'écoulait normalement au début. Les gens parlaient de leurs enfants, de leurs emplois, de projets de vacances. Ryan a mentionné qu'il pensait aller à Hawaï au printemps prochain. Mike gérait un projet dans son entreprise qui obligeait tout le monde à travailler tard, des trucs normaux de dîner. Puis quelqu'un m'a interrogé sur un projet sur lequel je travaillais à l'usine. Une nouvelle ligne de production que j'avais conçue, et qui allait augmenter la production d'environ 15%. J'en étais assez fière, en fait. Je bossais sur les plans depuis des mois. J'ai commencé à expliquer les bases quand Nicole m'a coupé au milieu d'une phrase. Mon Dieu, j'ai besoin d'un nouveau mari, a-t-elle annoncé à toute la table, comme si elle commandait un dessert. Celui-ci est cassé. Silence de mort. Je veux dire, le genre de silence où l'on peut entendre la glace fondre dans les verres d'eau des gens. Quelqu'un a toussé. Sa meilleure amie, Kayla, qui était venue sans son mari ce soir-là, a essayé de lâcher un rire gêné pour briser la tension. Mais Nicole n'avait pas fini. Sérieusement, il est inutile. Il ne fait que travailler et dormir. Et c'est comme être marié à un meuble très cher, qui sort occasionnellement les poubelles. 8 personnes me fixaient. Mon visage était probablement assez rouge pour guider les navires à travers le brouillard. Dave étudiait son graissin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Mike était soudain très intéressé par le fond de son verre d'eau. Les épouses échangeaient ces regards lourds de sens que font les femmes quand quelqu'un franchit une limite. Personne ne savait quoi dire. Quelque chose a fait clic à ce moment-là. Je ne sais pas comment le décrire autrement que par un interrupteur qui bascule quelque part au fond de mon cerveau. Pendant 18 mois, je m'étais cherché des excuses, me disant que les choses allaient s'améliorer, qu'elle ne le pensait pas vraiment, que c'était juste le stress ou son sens de l'humour, ou une phase qu'elle traversait. Mais assis là, dans ce restaurant, à regarder ma femme sourire pendant qu'elle me traitait de « cassée » devant tous ceux que nous connaissions, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle pensait chaque mot, et elle continuerait à le penser jusqu'à ce que je fasse quelque chose. J'avais déjà entendu des versions de ça auparavant. Des mois de petits commentaires, de piques sur le fait que j'étais ennuyeux, que je n'étais plus drôle, que je devais faire plus d'efforts, toujours devant d'autres personnes, toujours balayées comme des blagues quand j'en parlais plus tard. Mais ce soir-là, quelque chose de différent s'est produit. J'ai arrêté de lui trouver des excuses. J'ai arrêté d'essayer de voir les choses de son point de vue. Je l'ai vu clairement pour ce que c'était, du manque de respect, pur et simple. J'ai ramassé ma serviette, je l'ai pliée soigneusement, et je l'ai posée sur la table. Je me suis levée lentement, comme si j'avais tout le temps du monde. Tout le monde regardait, s'attendant probablement à ce que j'en rie comme je le faisais toujours. « Tu es célibataire maintenant ?» ai-je dit calmement, en regardant Nicole droit dans les yeux. Problème résolu. J'ai commencé à marcher vers la porte. Attends, quoi? La voix de Nicole derrière moi, confuse, comme si elle ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Où tu vas, chérie? C'était juste une blague. Allez, rassieds-toi. J'ai continué à marcher à travers le restaurant, devant le stand de l'hôtesse, qui m'a lancé un regard compatissant. J'ai franchi la porte d'entrée pour aller sur le parking. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne mon camion. Je l'ai ignoré, je suis montée, j'ai démarré le moteur,
et je suis rentrée chez moi. Le trajet a duré environ 15 minutes, et j'ai passé chaque seconde à penser clairement pour la première fois depuis des mois, peut-être des années. Pas de colère bouillonnante, pas de tristesse qui m'envahissait, juste cette clarté froide sur ce qui devait se passer ensuite. Comme quand on dépanne une machine cassée, et que soudain, on voit exactement où se trouve le point de défaillance. Je suis arrivée à la maison, je suis allée directement dans la chambre, et j'ai commencé à faire mes valises. J'ai pris mon ordinateur portable pour le travail, assez de vêtements pour une semaine, tous mes documents importants du classeur passeport, acte de naissance, carte de sécurité sociale, l'acte de propriété de la maison, les fiches de paie récentes, les déclarations d'impôts des 3 dernières années, tout ce dont je pourrais avoir besoin si cela tournait en situation juridique, ce dont j'avais le fort sentiment que ce serait le cas. Mon téléphone avait environ 30 appels manqués à ce moment-là. Des textos affluaient toutes les quelques secondes. Nicole passait apparemment par la confusion, la colère et la panique, d'après les aperçus des messages que je voyais s'afficher. « Où es-tu ? C'est fou. Tu réagis de manière excessive. S'il te plaît, reviens juste me parler. Rappelle-moi tout de suite. » J'ai complètement éteint le téléphone. Je n'avais pas besoin de distraction. Je me suis enregistrée dans un hôtel à environ 20 minutes de la maison. Rien de chic, juste une chambre propre avec un lit correct et un bureau où je pouvais travailler si besoin. J'ai rallumé mon téléphone juste assez longtemps pour envoyer un texto à mon pote Brandon, un avocat que j'avais rencontré via la ligue de golf quelques années auparavant. Besoin de parler demain. Truc de divorce. J'expliquerai demain matin. Puis j'ai éteint le téléphone à nouveau, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Sans blague. 8 heures solides du sommeil le plus paisible que j'ai eu depuis avant que les commentaires ne commencent à devenir méchants. Je me suis réveillée une fois vers 3 heures du matin. Je me suis souvenu d'où j'étais et pourquoi. J'ai ressenti un moment de quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. Puis je me suis rendormie tout de suite. Le matin est venu avec de la clarté au lieu de regret. J'ai allumé mon téléphone pour trouver une centaine de notifications. Appels manqués de Nicole, de sa mère, de sa sœur, de 3 de ses amis. Des messages vocaux allant de « tu exagères » à « c'est insensé » en passant par « s'il te plaît, rappelle-moi juste ». Des textos avec toutes les tactiques de manipulation émotionnelle imaginables. Je suis tellement désolée. Je ne le pensais pas. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu nous fais ça ? Je les ai tous supprimés sans écouter ni lire au-delà des aperçus. J'ai bloqué le numéro de Nicole. Puis j'ai appelé Brandon. Il a décroché à la 2e sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il s'attendait à l'appel après mon texto énigmatique de la veille. Que s'est-il passé ? Ma femme me manque de respect publiquement depuis des mois. Hier soir, elle m'a traité de « meuble cassé » devant 8 personnes. J'en ai fini. Longue pause. Tu es sûr de toi ? Le divorce est une grande étape. Beaucoup de mariages traversent des passes difficiles et en ressortent plus forts. Jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Nous avons parlé logistique pendant environ 1 heure. Il s'avère que ma situation était plus propre que la plupart. La maison à mon nom, achetée 2 ans avant même de rencontrer Nicole. Hypothèque à mon nom, toujours payée depuis mon compte. Compte bancaire séparé depuis le premier jour, car Nicole insistait pour avoir son indépendance financière. Sa voiture à son nom, la mienne au mien. Pas d'enfant, Dieu merci. Le seul véritable actif que nous partagions était le mariage lui-même, et j'étais prêt à dissoudre cela aussi vite qu'il était légalement possible. Brandon a dit qu'il pouvait avoir les papiers prêts en quelques jours. Il a expliqué le processus, le calendrier, ce à quoi je devais m'attendre. Il m'a dit de tout documenter à partir de maintenant, chaque communication, chaque interaction, sauvegarder les textos, faire des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux, noter toutes les conversations avec les dates et les heures. Je lui ai dit de lancer la machine. J'ai trouvé un appartement meublé pour professionnels le jour même. Bail au mois, entièrement meublé, complexe calme à environ 10 minutes de mon travail. Rien de chic, mais propre et privé.
J'ai signé les papiers, j'ai emménagé mon sac, installé mon ordinateur portable sur le petit bureau dans le coin. Ça faisait bizarre d'être seule après 5 ans de mariage, mais c'était aussi libérateur. Personne à impressionner, personne à décevoir, juste moi et mes choix. Les papiers du divorce ont été signifiés à Nicole sur son lieu de travail 3 jours plus tard. Brandon a dit que faire signifier au travail n'était pas le geste le plus sympa, mais je ne lui devais plus d'être sympa. Elle travaillait à la boutique lorsque l'huissier est entré, s'attendant probablement à une livraison. J'ai entendu plus tard qu'elle avait fait toute une scène, pleurant et criant que c'était injuste, que je l'humiliais. Les autres employés ont dû la calmer. Son gérant l'a renvoyée chez elle plus tôt. Une partie de moi a ressenti un petit pincement au cœur à ce sujet, mais ensuite je me suis souvenu de l'expression sur son visage quand elle m'a traité de « cassé », et le sentiment est passé. Mon téléphone a explosé à nouveau, cette fois depuis des numéros différents. Nicole avait clairement recruté tout son réseau de soutien. Sa sœur Ashley a appelé depuis son propre téléphone ce soir-là. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais à quel point elle est dévastée? Elle pleure depuis 3 jours d'affilée. Elle aurait dû y penser avant de me traiter de défectueux devant nos amis. C'était une blague. Elle a craqué. Elle se défoulait. Tu souffles sur les braises pour en faire un incendie. Bloqué. Sa mère a appelé environ 1 heure plus tard, la voix dégoulinante de ce genre particulier de déception dont les belles-mères ont le secret. Tu dois arranger ça. Elle était juste stressée par le travail. Elle ne pensait rien de tout ça. Le mariage, c'est du travail difficile, tu sais. On n'abandonne pas juste quand les choses deviennent difficiles. Elle n'a pas abandonné, ai-je demandé. Elle m'a traité de meuble cassé devant 8 personnes. Après des mois des mêmes conneries, elle pensait chaque mot. Tu es puéril. Tu fuis tes problèmes au lieu de les affronter comme un adulte. Et vous avez élevé une fille qui pense qu'humilier publiquement son mari est acceptable. On dirait que nous avons tous les deux des regrets. Clic. Bloquez ce numéro aussi. Les amis de Nicole ont commencé à me contacter ensuite. Des textos de gens que je connaissais à peine, me disant à quel point elle était désolée, à quel point je lui manquais, comment je gâchais 5 ans pour rien. Chacune a eu droit au même traitement. Bouton bloqué. C'était comme jouer au jeu de la taupe avec des numéros de téléphone, mais finalement, elles ont manqué de taupe. Environ 1 semaine après le début de tout ça, Brandon a appelé avec des nouvelles. Nicole avait engagé un avocat et contestait le divorce. Son argument était que j'avais abandonné le mariage à cause d'un commentaire inoffensif, et qu'elle avait droit à une compensation étant donné nos 5 années ensemble. Obtiens des déclarations des gens présents au dîner, a suggéré Brandon. Ils ont tous entendu ce qu'elle a dit. Et d'après ce que tu m'as dit, ce n'était pas un incident isolé. Nous devons documenter le schéma habituel. J'ai contacté les 3 autres couples de cette soirée-là. Je me sentais mal à l'aise de demander à des amis de s'impliquer dans mon divorce. Mais Brandon a dit que leur témoignage pourrait être important. J'ai demandé s'ils seraient prêts à fournir des déclarations écrites sur ce qui s'était passé. Chacun d'entre eux a dit oui immédiatement. Dave, que je connaissais depuis la fac, a répondu par texto en quelques minutes. Mec, on était mal à l'aise avec la façon dont elle te parle depuis des mois. Cette soirée-là était brutale à regarder. Je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas si c'était à moi de le faire. Heureux d'aider comme je peux. Mike, mon pote de golf, m'a appelé directement. Elle a franchi une ligne et nous l'avons tous vue. Tu as mon soutien complet. Britney était furieuse sur le chemin du retour. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pouvait pas croire que Nicole te fasse ça. Dis-moi ce dont tu as besoin et j'écrirai la déclaration qui aidera. Ryan, le membre le plus récent de notre groupe, a envoyé un long texto. Je ne vous connais que depuis 2 ans, mais même moi, je pouvais voir que quelque chose clochait dans la façon dont elle te traitait. Ce qu'elle a dit était complètement déplacé. Courtney et moi en avons parlé ce soir-là. On était tous les 2 d'accord pour dire que tu méritais mieux. J'écrirai la déclaration dont tu as besoin. J'ai tout envoyé à Brandon. Ça faisait du bien de savoir que je n'étais pas fou, que d'autres personnes avaient remarqué le manque de respect aussi. Parfois,
quand on est dans une mauvaise situation assez longtemps, on commence à se demander si on est le problème. Ensuite, Nicole a commencé à faire preuve de créativité avec ses tactiques de vengeance. Premier incident, ma carte de crédit a été refusée dans une station-service. Debout là, comme un idiot, pendant que la pompe rejetait ma carte. J'ai vérifié mon compte sur mon téléphone et je l'ai trouvé gelé. J'ai appelé la banque immédiatement. Que se passe-t-il avec mon compte? Votre femme a déposé une alerte à la fraude, monsieur. Elle a dit que vous faisiez des achats erratiques et qu'elle s'inquiétait pour votre état mental. Elle a demandé que le compte soit gelé en attendant une enquête. Elle n'est pas sur ce compte. Je suis le seul titulaire du compte. Nous sommes en train de divorcer. Je comprends, monsieur, mais elle a fourni votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de compte, le nom de jeune fille de votre mère, et suffisamment de détails personnels pour sembler crédible. Nous avons dû prendre la réclamation au sérieux, en vertu de nos protocoles de protection contre la fraude. Ça m'a pris 3 heures à la banque pour tout régler. J'ai dû montrer une pièce d'identité, les papiers du dépôt de divorce, une preuve de résidence à mon nouvel appartement. J'ai dû parler avec 3 responsables différents, et remplir des formulaires déclarant que ma femme n'avait aucune autorisation sur aucun de mes comptes. La directrice de l'agence était désolée, mais ferme sur le respect du protocole. C'est du harcèlement, a-t-elle dit en examinant mes documents. Je note dans votre dossier que cette femme n'a aucune autorisation sur aucun de vos comptes. Je signale également votre compte pour des exigences de vérification supplémentaires, ce qui devrait empêcher quiconque d'apporter des modifications sans votre présence physique et plusieurs formes d'identité. Je suis désolé que vous ayez à gérer cela. J'ai tout documenté. J'ai pris la carte de la directrice, j'ai tout envoyé à Brandon. Cela allait aider mon dossier. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de retourner à la maison pour récupérer d'autres affaires. Des vêtements pour différentes saisons, quelques outils du garage, des livres que je comptais lire, quelques objets sentimentaux de ma vie d'avant Nicole. Assez simple, pensais-je. Je me suis avancé vers ma propre porte d'entrée, la porte que je franchissais depuis 6 ans, j'ai mis ma clé dans la serrure. Rien. Elle avait changé les serrures d'une maison qu'elle ne possédait pas. Sur une maison que j'avais achetée des années avant de la rencontrer. Je suis resté là 1 minute, juste à fixer la porte. Ma porte. Ma maison. La maison que j'avais achetée et payée. La maison que j'avais entretenue et améliorée. La maison d'où chaque paiement hypothécaire provenait de mon compte. J'ai appelé Brandon depuis le porche. Elle a changé les serrures de ma maison. La maison uniquement à ton nom? Celle que tu as achetée avant même de la rencontrer? Ouais. Longue pause, puis ce qui ressemblait à un rire. Parfait. Ça nous aide énormément. Je dépose une plainte à la police tout de suite et je t'obtiens l'accès aujourd'hui. Ne quitte pas la propriété. 2 heures plus tard, 2 policiers sont arrivés et ont frappé à la porte. Nicole a ouvert, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Pantalon de survêtement, cheveux en désordre, yeux rouges d'avoir pleuré ou de colère, ou les deux. Son visage est devenu pâle quand elle a vu les flics. Madame, ce monsieur est propriétaire de cette propriété. Il a fourni des documents montrant qu'il en est l'unique propriétaire. Vous devez le laisser entrer. Nous sommes mariés, a protesté Nicole, la voix devenant perçante. C'est ma maison aussi. Je vis ici. L'officier, un gars plus âgé qui avait clairement géré une centaine de situations comme celle-ci, semblait déjà fatigué. Êtes-vous propriétaire de cette maison? Votre nom figure-t-il sur l'acte ou l'hypothèque? Eh bien, non, mais je vis ici. Ça devrait compter pour quelque chose. J'ai des droits. Madame, vous ne pouvez pas changer les serrures et empêcher le propriétaire d'accéder à sa propre propriété. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de propriété. Veuillez vous écarter. Elle m'a laissé entrer, me foudroyant du regard tout le temps, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. J'ai marché à travers la maison que je possédais depuis 6 ans, me sentant comme un étranger.
J'ai trouvé toutes mes affaires dans des sacs poubelles dans le garage, vêtements, livres, la montre de mon grand-père, des photos d'avant ma rencontre avec elle, des outils que mon père m'avait donnés. Tout était juste bourré dans des sacs en plastique noir, comme des ordures attendant le trottoir. Vraiment, ai-je demandé en montrant la pile. Tu allais jeter mes affaires? Tu es parti. Sa voix était acide. Tu m'as abandonné pour une petite blague. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Construire un sanctuaire à un homme qui a quitté son mariage? Les officiers m'ont aidé à tout documenter. Ils ont pris des photos des sacs, des serrures changées, ont noté ses déclarations, ont tout écrit dans leur rapport. Ils m'ont aidé à charger mon camion avec autant de choses que je pouvais faire entrer. Au moment où je partais, Nicole a tenté le coup des pleurs, les larmes coulant sur son visage, la voix brisée. J'ai dit que j'étais désolée. Pourquoi tu ne veux pas juste me parler? On peut arranger ça. Je changerai tout ce que tu veux. Tu n'as jamais dit désolé. Tu as dit que c'était une blague. Que je réagissais de manière excessive. Ce n'est pas des excuses. Je le dis maintenant. Je suis désolée. Je suis vraiment, sincèrement désolée. Trop tard. L'un des officiers m'a arrêté à mon camion avant que je ne démarre. Un gars plus âgé, une alliance au doigt. Il a probablement vu toutes sortes de gâchis domestiques dans sa carrière. Bien joué, mec. Personne ne mérite d'être traité comme ça. J'ai vu trop de gars rester bien plus longtemps qu'ils ne le devraient, parce qu'ils pensent qu'ils le doivent. Prends soin de toi. Brandon était ravi de toutes ces nouvelles preuves quand je les ai envoyées. Les serrures changées, les sacs poubelles, le rapport de police. Elle détruit son propre dossier avec chaque coup qu'elle fait, a-t-il dit. Continue de tout documenter. Absolument tout. Mais Nicole n'avait pas fini d'être mesquine. Loin de là. Mon abonnement à la salle de sport a été annulé la semaine suivante. Je me suis présentée pour mon entraînement habituel du matin et ma carte ne passait pas. J'ai appelé l'accueil pour savoir ce qui s'était passé. Votre femme a appelé et a dit que vous vouliez annuler. Elle connaissait votre numéro d'abonnement et les détails de votre compte. Elle n'est pas autorisée à toucher à mes comptes. Nous sommes en train de divorcer. Pouvez-vous le rétablir? Ils l'ont fait, avec une protection par mot de passe cette fois. J'ai dû créer un code PIN séparé juste pour faire des modifications sur le compte. Puis ma compagnie d'assurance auto a appelé. Quelqu'un avait essayé d'annuler ma police. Même histoire. Nicole s'était fait passer pour moi, avait assez d'informations personnelles pour paraître crédible, et a failli me laisser conduire sans couverture. J'ai dû tout verrouiller après ça. Chaque abonnement, chaque service, chaque compte auquel je pouvais penser. J'ai changé tous mes mots de passe pour des chaînes aléatoires que je stockais dans une application cryptée. J'ai ajouté l'authentification à 2 facteurs partout où c'était possible. J'ai mis en place des alertes à la fraude avec les 3 bureaux de crédit. J'ai changé mes questions de sécurité pour des réponses que moi seule connaîtrais, des choses dont Nicole n'avait jamais entendu parler. Elle essayait systématiquement de me rendre la vie difficile, pensant probablement que les tracas me convaincraient de revenir. Ça a eu l'effet inverse exact. Chaque coup qu'elle tirait ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. 2 mois après le début de ce cauchemar, le divorce avançait péniblement dans le système judiciaire. Brandon a déposé une demande pour la possession exclusive de la maison, puisque Nicole avait déjà démontré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance avec l'accès à ma propriété. Le jour du tribunal est arrivé. Nicole s'est présentée avec un avocat finalement, un type dans un costume bon marché qui avait l'air de déjà regretter d'avoir pris son affaire. Il l'avait probablement prise en pensant que c'était de l'argent facile, puis a découvert ce à quoi il avait réellement affaire. Le juge était une femme plus âgée qui avait clairement vu toutes les ruses de divorce possibles. Un genre direct, avec des lunettes de lecture sur une chaîne et zéro patience pour le drame. L'avocat de Nicole s'est levé en premier. Votre honneur, bien que la maison soit techniquement au nom du mari de ma cliente, elle y a résidé pendant 5 ans et a contribué à son entretien et à son amélioration. Contribuer comment? L'a interrompu le juge. Était-elle sur l'hypothèque? A-t-elle fait des paiements?
Elle a contribué par le travail domestique et le soutien émotionnel du mariage. Le sourcil du juge s'est levé d'environ 1 pouce. Pas bon signe pour le camp de Nicole. Brandon a présenté nos preuves ensuite. Méthodique, organisée, documentée. L'acte montrant que je possédais la maison depuis 2 ans avant de rencontrer Nicole. Les relevés hypothécaires montrant que chaque paiement provenait de mon compte. Les relevés bancaires prouvant que j'avais couvert toutes les dépenses du ménage pendant tout notre mariage. Les charges, l'assurance, les courses, tout. Puis la documentation sur le harcèlement, rapport de police sur les serrures changées, relevé bancaire montrant l'alerte à la fraude frauduleuse qu'elle avait déposée, déclaration de la salle de sport et de la compagnie d'assurance sur ses tentatives d'usurpation d'identité, photos de mes affaires dans des sacs poubelles. De plus, Votre Honneur, nous avons des déclarations signées de 6 témoins qui ont observé Madame Patterson humilier publiquement mon client lors du dîner qui a précipité ce divorce. Ce n'était pas un incident isolé, mais une partie d'un schéma documenté de comportement irrespectueux remontant à environ 18 mois. L'avocat de Nicole a essayé de s'y opposer. Votre Honneur, ma cliente exprimait simplement sa frustration vis-à-vis de son mariage. Ces témoins sont clairement partiaux envers le mari. Ces témoins incluent 2 couples qui étaient à l'origine des amis de l'épouse, a contré Brandon. Ils se sont manifestés parce qu'ils ont trouvé son comportement envers mon client inapproprié et voulaient soutenir son dossier. Le juge a tout examiné pendant ce qui a semblé être 1 heure, mais qui n'était probablement que 10 minutes. Finalement, elle a levé les yeux. J'accorde la possession exclusive de la résidence au requérant. Madame Patterson, vous avez 30 jours pour retirer vos effets personnels de la propriété. Toute nouvelle tentative d'interférer avec les comptes, la propriété ou la vie quotidienne de Monsieur Patterson sera considérée comme un outrage au tribunal et traitée en conséquence. Comprenez-vous? L'avocat de Nicole a hoché la tête rapidement, mais Nicole elle-même avait du mal à rester calme. Son visage était rouge, les mains serrées sur ses genoux. Puis est venue l'audience pour la pension alimentaire. C'est là que Nicole pensait qu'elle gagnerait enfin quelque chose. Son avocat avait déposé une requête affirmant qu'elle avait droit à un soutien continu, puisqu'elle avait sacrifié sa carrière pour soutenir le mariage. Votre Honneur, ma cliente a renoncé à ses ambitions professionnelles pour se concentrer sur l'entretien du foyer conjugal et soutenir l'avancement professionnel de son mari. Elle est maintenant confrontée à la perspective de reconstruire sa vie professionnelle à 35 ans, avec un vide important dans son historique d'emploi. Brandon avait les documents prêts. Votre Honneur, Madame Patterson a travaillé à temps partiel par choix tout au long du mariage. Avant le mariage, elle occupait le même poste à temps partiel qu'elle occupe actuellement. Elle n'a fait aucun sacrifice de carrière. Elle a simplement choisi de ne pas poursuivre un emploi à temps plein, car le revenu de son mari couvrait toutes les dépenses du ménage. Il a présenté des fiches de paie, des dossiers d'emploi, tout. 5 ans de Nicole travaillant 20 heures par semaine dans une boutique, ramenant un chèque de paie modeste qui allait entièrement dans ses dépenses personnelles, pendant que je payais chaque facture. Ma cliente ne demande pas un soutien excessif, a soutenu son avocat. Juste assez pour maintenir son niveau de vie pendant qu'elle fait la transition vers l'indépendance. Le juge a examiné les documents attentivement. Je ne vois aucune preuve de sacrifice de carrière. Je vois la preuve de quelqu'un qui a choisi de ne pas travailler à temps plein tout en étant entièrement soutenu par son conjoint. Requête rejetée. C'est là que Nicole a complètement pété les plombs. Vous êtes tous contre moi. Elle criait pratiquement. Il ment surtout. J'ai donné à cet homme les meilleures années de ma vie et il est juste parti à cause d'une petite blague. Une seule blague. Madame Patterson, si vous ne vous calmez pas immédiatement, je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Elle ne s'est pas calmée. La sécurité a dû l'expulser de la salle d'audience pendant qu'elle continuait de hurler que tout était injuste, que le système était truqué, que j'avais, d'une manière ou d'une autre, manipulé tout le monde. Son avocat s'est approché du banc après son départ. Votre Honneur, je me retire de cette affaire. Décision intelligente. Une semaine plus tard, Nicole se représentait elle-même, déposant des requêtes qui semblaient avoir été écrites pendant des crises émotionnelles. Des paragraphes incohérents sur le fait qu'elle avait été une bonne épouse,
que j'étais vindicatif, qu'elle méritait une compensation pour son temps et ses efforts. Tout a été rejeté, absolument tout. L'audience finale du divorce a eu lieu 3 mois après ce dîner au restaurant. Nicole est venue seule, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Pas d'avocat, pas d'amis dans la galerie, juste elle contre le système juridique qu'elle avait essayé de manipuler. Jugement final, elle n'a rien eu. 0. Pas de pension alimentaire parce qu'elle n'avait jamais rien sacrifié. Aucun droit sur la maison parce qu'elle n'en avait jamais possédé aucune partie. Pas de part de ma retraite parce que nous n'avions pas été mariés assez longtemps et qu'elle n'y avait rien contribué. Juste sa voiture, qui avait toujours été à son nom, et les effets personnels qu'elle avait déjà pris de la maison. Les derniers mots du juge: je ne vois aucun fondement à aucune de vos réclamations, Madame Patterson. La propriété appartenait à votre mari avant le mariage. Il a assumé toute la responsabilité financière tout au long. Votre conduite depuis la séparation a été harcelante et pleine de prétentions. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas déposé de contre-plainte pour harcèlement. Divorce accordé. Elle a essayé de faire appel. Elle a rempli les papiers elle-même, puisqu'aucun avocat en ville ne voulait toucher à son dossier après que le bruit de sa crise au tribunal se soit répandu. Appel rejeté en un temps record. Aucune nouvelle preuve présentée. Aucune erreur dans le jugement original. La décision tient. J'ai entendu dire qu'elle avait emménagé chez sa mère après le divorce. Elle a obtenu un emploi de serveuse à temps plein. Le premier emploi à temps plein qu'elle avait eu depuis des années. Apparemment, elle raconte à tous ceux qui veulent bien l'écouter que j'ai volé sa maison et que je l'ai laissée sans rien. Une de nos amies communes l'a finalement confrontée à ce sujet. Il n'a rien volé, lui a dit Courtney. C'était sa maison, son argent. Tu l'as traité comme de la merde pendant des mois et il est parti. Ce n'est pas du vol. Ce sont des conséquences. Nicole a apparemment juste pleuré et dit que tout le monde était contre elle. Courtney a cessé de lui parler après ça. Kayla, la meilleure amie de Nicole de ce soir de dîner, m'a effectivement contacté quelques mois après que tout se soit tassé. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Nous savions tous qu'elle te traitait mal. Nous pensions juste que c'était votre dynamique, que tu étais d'accord avec ça. Puis, voir comment elle a agi après ton départ, tous les mensonges et ce sentiment que tout lui était dû. Je suis désolée que nous n'ayons pas parlé plus tôt. Ce n'était pas son boulot de réparer mon mariage. Pourtant, ça faisait du bien à entendre. Tu as pris la bonne décision, a-t-elle ajouté. Elle part en vrille depuis. Elle blâme tout le monde sauf elle-même. Elle a perdu la plupart de son groupe d'amis à cause de ça. Ce n'est plus mon problème. La vie continue. C'est le truc que personne ne vous dit à propos du divorce. Ce n'est pas la fin du monde, juste la fin d'un chapitre. J'ai réemménagé dans ma maison après la période de 30 jours, et Nicole avait vidé ses affaires. L'endroit semblait différent, vide à certains égards, mais aussi plus léger, comme si un poids avait été soulevé, un poids que je ne savais même pas que je portais. J'ai tout redécoré. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, nouvelle énergie. Je me suis débarrassée de chaque rappel d'elle, les décorations qu'elle avait choisies, l'art qu'elle avait accroché au mur, les coussins qu'elle avait insisté pour qu'on ait. J'ai fait de cet espace le mien pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé. J'ai peint le salon d'une couleur que j'ai réellement choisie. J'ai accroché des photos que j'aimais vraiment. Ça faisait du bien. Le travail allait super bien. J'ai été promue environ 2 mois après la finalisation du divorce. Mon patron m'a pris à part un jour et a dit que je semblais différent, plus concentré, plus confiant, meilleur pour gérer la pression. Quoi que ce soit qui a changé, continue, a-t-il dit. Tu fais le meilleur travail que j'ai vu de toi depuis des années. C'est drôle comme supprimer quelqu'un qui vous rabaisse constamment vous rend meilleur dans tout le reste. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous environ 6 mois plus tard. Rien de sérieux au début, juste retourner sur le marché, se rappeler ce que ça faisait de rencontrer de nouvelles personnes sans que quelqu'un me critique après. J'ai rencontré une femme nommée Lorraine dans une librairie, de tous les endroits. On a tous les deux tendu la main vers le même exemplaire d'un roman policier. On a eu ce moment gênant de savoir à qui appartenait la main en premier.
On a fini par parler pendant 1 heure de livres, de films et de la vie en général. Elle a fini par poser des questions sur mon ex. Tout le monde le fait quand on commence quelque chose de nouveau. Elle a l'air épuisante, a dit Lorraine après que je lui ai donné la version brève. Elle l'était. Ça m'a pris trop de temps pour le voir. Qu'est-ce qui t'a finalement fait partir? Elle m'a traité de cassée devant des gens, comme si j'étais un appareil défectueux qu'elle pouvait échanger contre un modèle plus récent. C'est là que j'ai réalisé que j'acceptais le manque de respect depuis bien trop longtemps. Bravo à toi. Il faut de la force pour s'éloigner de quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre d'où ça va avec Lorraine pour l'instant, mais c'est agréable. Elle est respectueuse. Elle me demande vraiment comment s'est passée ma journée et écoute quand je réponds. Des trucs basiques qui ne devraient pas sembler révolutionnaires, mais qui le sont après tout ce que j'ai traversé. Sa sœur m'a envoyé un autre message récemment depuis un nouveau numéro. Tu as détruit sa vie. Non, elle a détruit sa propre vie. J'ai juste arrêté de la laisser détruire la mienne aussi. J'ai bloqué ce numéro comme tous les autres. Ma mère m'a demandé si je regrettais le mariage. Si je souhaitais avoir essayé plus fort. Le seul regret est de ne pas être parti plus tôt. Tu es resté parce que tu l'aimais, a dit maman. Ouais, c'est vrai. L'équipe du dîner m'a invité le mois dernier. Petit rassemblement chez Dave. Ils ont spécifiquement dit que Nicole n'était pas invitée et ne le serait plus jamais. On a fait griller des steaks, regarder le match, parler de tout sauf de mon ex-femme. C'était normal pour la première fois depuis longtemps. Je suis tombée sur Steve il y a quelques semaines, le père de Nicole. Je l'ai vu à la quincaillerie en train d'acheter des fournitures. Il m'a repéré en premier, est venu vers moi en ayant l'air de ne pas trop savoir quoi dire. Je veux que tu saches, a-t-il commencé. Aucun de nous ne savait à quel point c'était devenu mauvais. Nicole a toujours fait croire que vous aviez des problèmes de couple normaux. On ne savait pas qu'elle te traitait comme ça. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. Tu as été bon pour elle, a-t-il dit. Mieux qu'elle ne le méritait, apparemment. Je suis désolée que ça se soit fini comme ça. Nous nous sommes serrés la main et sommes partis chacun de notre côté. La semaine dernière, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. J'ai reconnu l'indicatif régional comme celui de la mère de Nicole. J'ai pensé à le bloquer immédiatement, mais la curiosité l'a emporté. C'était Nicole utilisant le téléphone de sa mère puisque j'avais bloqué tout le reste. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais je voulais que tu saches que je travaille sur moi-même. Je sais que j'ai tout gâché, et je ne demande pas une autre chance. Je voulais juste dire que je suis désolée, pour de vrai cette fois, pour tout. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Il y a 2 jours, Lorraine et moi étions dans ce même restaurant italien, celui où tout a basculé. Elle l'avait choisi au hasard sur une application d'avis. Elle n'avait aucune idée de l'historique. J'ai failli suggérer un autre endroit, puis j'ai décidé de ne pas le faire. On s'est assis à une table différente de celle de ce soir-là. Une meilleure vue, en fait. Lorraine me parlait du nouveau bébé de sa sœur, me montrant des photos sur son téléphone. La serveuse est passée, a pris notre commande, a apporté du pain, une soirée normale, de la bonne nourriture, une bonne compagnie. À mi-chemin du dîner, Lorraine a levé les yeux et a demandé si tout allait bien. Elle a dit que je semblais distrait. C'est en fait l'endroit où mon mariage s'est terminé, lui ai-je dit. Je n'avais pas prévu de revenir ici, mais nous y voilà. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. On peut partir si tu veux. Non, la nourriture est trop bonne. Elle a ri. Nous avons fini le dîner, partagé un dessert, nous sommes disputés pour l'addition comme nous le faisons toujours. J'ai gagné. Nous sommes sortis de ce restaurant main dans la main. La même porte que j'avais franchie seule, 8 mois plus tôt. Une fin différente, cette fois.